Un sac à main. Les anciens Samaritains connaissaient bien les sacs à main, ou du moins les objets que nous percevons aujourd'hui comme tels. Dans les sables silencieux de l'ancienne Sumer, un professeur a mis au jour un petit sac à main en pierre qui n'aurait pas dû exister. Il portait des symboles et des questions plus anciens que l'histoire elle-même. Ce qui avait commencé comme une découverte anodine a rapidement bouleversé les scientifiques. Que pouvait réellement contenir cet objet? Et pourquoi nous l'a-t-on laissé découvrir aujourd'hui? Suivez notre enquête, un sac à main sculpté par le temps. Rares sont les images antiques aussi étrangement fascinantes que ce petit objet ressemblant à un sac à main moderne. De prime abord, il peut sembler fantaisiste et absurde. Pourtant, à force d'être observé, il finit par susciter un certain malaise. Cette forme familière se retrouve aux quatre coins du globe. Sculptée par les Sumériens en Irak, elle est intégrée aux coutumes de Maui en Nouvelle-Zélande et apparaît même sur des vestiges antiques d'Amérique centrale. Malgré la diversité des lieux, des cultures et des époques, cette forme simple réapparaît invariablement. Une fois ce motif identifié, il captive l'attention et devient impossible à ignorer. Les plus anciens exemples remontent à la fin de la dernière période glaciaire. Ce seul détail suffit à réfuter l'idée d'un simple hasard. Cette forme a voyagé à travers les terres et a traversé les millénaires. Elle soulève subtilement une question lancinante. Qu'est-ce qui, dans cet objet précis, a captivé l'attention de tant d'hommes de l'Antiquité, tous façonnés de manière similaire et avec un même sens de l'équilibre? Cette interrogation, jusque-là lointaine et abstraite, a pris une dimension concrète sous la chaleur accablante du désert irakien, près de l'ancienne cité d'Uruk. Les fouilles avaient pourtant commencé de façon assez banale. L'équipe a mis au jour des fragments de poterie, des pierres érodées et des tablettes fissurées, autant de vestiges typiques des civilisations passées. Le soleil tapait fort tandis qu'ils poursuivaient leurs travaux. Soudain, une découverte capitale survint. Mike Adams, un nouveau membre de l'équipe archéologique originaire de l'Oregon, ressentit une secousse lorsque sa pelle heurta un objet solide. La sensation lui parcourut les bras, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une découverte ordinaire. La pierre en question semblait avoir été travaillée avec précision et de grandes mains. En la débarrassant de la terre, une forme distincte commença à se dessiner. L'objet avait une forme rectangulaire et une surface lisse, avec une anse incurvée à son extrémité. Mike était si stupéfait qu'il en oublia de respirer. Ses mains tremblaient, non pas à cause de la chaleur, mais sous l'effet d'une soudaine prise de conscience. Ce qu'il avait pris pour des gravats s'avéra être une bourse en pierre finement travaillée, élégamment enfouie sous terre. Le savoir-faire déployé était remarquable. De délicats motifs géométriques ornaient son extérieur. Des courbes se fondaient avec des formes complexes, créant des motifs précis d'une précision quasi robotique. Même après avoir passé des siècles sous terre, la roche conservait un doux éclat. Le temps semblait incapable de l'altérer. Mike percevait une mystérieuse vitalité émanant de l'artefact. Il convoqua aussitôt l'archéologue en chef, le docteur Asha Kneifer. À la vue de l'objet, sa curiosité se mua en stupéfaction. L'artefact correspondait au symbole mystérieux ornant les sacs à main dont les érudits parlaient depuis des siècles. Au fil des ans, des motifs similaires n'avaient été observés que sur des gravures et des sculptures à travers toute la Mésopotamie. Divinités, souverains et créatures légendaires étaient fréquemment représentés, tenant ces mêmes sacs. Certains experts les appelaient des palas cérémoniels, tandis que d'autres plaisantaient en disant qu'il s'agissait des sacs à main des dieux. Une minorité supposait qu'ils représentaient la sagesse sacrée ou quelque chose d'encore plus étrange. Pourtant, personne n'en avait jamais possédé un auparavant.
Mike tenait la lourde pierre dans ses bras sans en comprendre la portée. Cet objet était bien plus qu'une simple découverte précieuse. Il semblait relier le monde de la légende et le monde tangible. La région d'Uruk, jadis centre florissant de la civilisation sumérienne, avait dévoilé un secret longtemps obscurci par le passé. Ce qui avait d'abord été une fouille fastidieuse semblait désormais marquer le début d'un récit captivant. Longtemps, l'icône du sac à main avait été perçue comme un simple élément décoratif sans réelle signification, une simple fantaisie. Mais à présent, son importance était évidente et intentionnelle. Façonnée dans une pierre peu conventionnelle et ornée de motifs minutieux, elle a suscité une nouvelle interrogation. Au lieu de s'intéresser à son origine ou à sa fonction, l'attention s'est portée sur son créateur et sur les raisons de sa dissimulation sous terre. De vieilles notes de fouilles ont retrouvé toute leur importance. Il y a quelques mois, en consultant les archives du British Museum, Mike est tombé sur un vieux carnet en cuir ayant appartenu à Leonard Woolley, un archéologue renommé des années 1920. On y trouvait une brève et troublante mention d'une bourse divine exhumée et aussitôt jugée fausse. D'abord ignorée, cette découverte semblait désormais sonner comme un avertissement subtil. Alors, quelle était la signification de ce sac à main pour le monde? Plongeons-nous dans le sujet. Où la mémoire a-t-elle pris forme? Les œuvres d'art anciennes représentent fréquemment un objet particulier, le sac à main, qui occupe une place prépondérante. Cet objet se rencontre fréquemment dans toute la Mésopotamie, de l'Irak actuel à la Turquie. Il prend généralement la forme d'une petite boîte à anse recourbée, souvent représentée entre les mains de Dieu, d'êtres ailés et de chefs importants sur des sculptures en pierre. Au fil des siècles, les chercheurs ont tenté d'en interpréter la signification. Certains le considèrent comme un simple ornement, tandis que d'autres suggèrent qu'il pouvait avoir une fonction pratique de récipient, de seau ou de porte-outils pour un usage quotidien. Cependant, sa présence de plus en plus fréquente la rendait de plus en plus difficile à ignorer. Sa forme demeurait constante, tout comme la manière dont on l'apercevait. Son emplacement était toujours délibéré. Il ne s'agissait pas d'un vide comblé par simple caprice par un artiste, mais d'un symbole significatif, méticuleusement placé et profondément lié aux croyances spirituelles et culturelles des civilisations passées. Dans des lieux comme le palais de Dur-Shahoukin, construit sous le règne de Sargon II, on trouve des représentations d'êtres ailés appelés Akkalou tenant ces artefacts. Leur simple présence confère un sentiment d'autorité et d'obligation religieuse. Ces êtres n'étaient pas des individus ordinaires. Ils servaient de gardiens et de mentors, liés à une puissance divine et à un savoir ésotérique. La bourse qu'ils tiennent semble confirmer ce lien, suggérant qu'elle renferme quelque chose de précieux et d'intangible. La présence de cette même forme à Göbekli-Tepe est encore plus remarquable. Les énormes piliers de pierre de ce site ont été datés d'il y a près de 11 ans, soit avant l'émergence de la civilisation sumérienne. Cela indique que ce symbole a des origines très anciennes, remontant à la préhistoire. Cela implique que le concept n'a pas été créé de toutes pièces par des sociétés ultérieures, mais plutôt transmis de génération en génération. Le symbole a perduré non pas grâce à son attrait esthétique, mais grâce à sa signification. Le concept de perpétuité se retrouve dans l'architecture néo-assyrienne, notamment à travers les imposantes figures des Lamassu. Ces créatures mythiques, à la fois humaines et animales, étaient placées aux portes des palais en tant que gardiennes. Plus d'une centaine de statues de Lamassu ont été mises au jour sur divers sites historiques. Leur grandeur et leur signification fascinent les observateurs depuis leur découverte au 19e siècle. Malgré le passage des siècles, leur influence se perçoit encore dans des styles contemporains tels que l'Art déco. À travers les époques et les cultures,
Le motif du sac à main a traversé les âges. La pérennité de ce symbole témoigne de la signification profonde qu'il véhiculait, qu'il méritait d'être préservé. Au départ, on pensait généralement qu'il s'agissait d'un récipient cérémoniel, peut-être utilisé pour l'eau bénite ou les sacrifices. Cette interprétation était largement acceptée et rassurante. Cependant, une minorité d'érudits y voyait une autre signification. Ils proposaient qu'il symbolisait la contenance non seulement d'un liquide, mais aussi de la sagesse. Selon eux, c'était un réceptacle conçu pour préserver le savoir pour les générations futures. L'amalgame d'art, de signification et d'intention a donné naissance à une forme durable. La découverte de Mike Adams a complètement transformé le débat. Le sac à main n'était plus cantonné à de simples spéculations et représentations artistiques. Il était désormais un objet tangible, ancré dans le monde physique, avec un poids et une substance. Auparavant considéré comme un simple symbole, il exigeait désormais un examen approfondi. L'attention s'est déplacée de l'interprétation de sa signification à la compréhension de sa fonction. Dans les contes anciens, les personnages représentés avec un sac à main étaient souvent des éducateurs. Ces individus ont introduit l'agriculture, la communication, les mathématiques et les principes juridiques dans la société. Au lieu d'être des divinités lointaines en quête d'adoration, ils étaient des mentors dispensant la sagesse. Ainsi, le sac à main symbolise une responsabilité sacrée. 32 044. Un récipient renfermant les éléments essentiels de la culture. L'information n'était ni intangible ni théorique. Elle était protégée, respectée et manipulée avec précaution. Des décennies de négligence furent mises à mal par ce principe, ce qui mena à une étude plus approfondie. Le doute se heurta à la curiosité, incitant à une nouvelle phase de recherche. Divers experts de différentes disciplines collaborèrent au projet. Des spécialistes des matériaux, des mathématiques et des langues analysèrent minutieusement l'artefact. Les premières conclusions indiquaient qu'il aurait pu être sculpté dans de la diorite ou un type de roche volcanique dure comparable, prisé par les artistes de l'ancienne Mésopotamie. Cependant, des analyses complémentaires mirent en doute cette hypothèse. La technologie de numérisation mobile révéla une composition unique dans la pierre, inconnue dans la région. Outre le dioxyde de silicium, la présence d'éléments traces inhabituels dans la géologie locale a soulevé la possibilité que la pierre provienne d'un lieu non identifié ou ait été intentionnellement modifiée. Ces deux hypothèses étaient troublantes. L'énigme s'est épaissie lorsque les experts ont examiné les gravures. Les motifs géométriques étaient précis et intentionnels. Les spirales respectaient le nombre d'or et les pavages témoignaient d'une grande maîtrise des formes et de la symétrie. Ces gravures n'étaient pas de simples ornements. Elles obéissaient à des règles et des motifs précis. Des symboles similaires aux formes anciennes de l'écriture, Cunha, ont été trouvés le long de la base, mais ils ne correspondaient à aucun système d'écriture connu. Les linguistes eurent du mal à identifier leur origine. Les symboles semblaient anciens, suggérant un moyen de communication qui demeure un mystère. La signification du sac à main dépassait sa simple valeur matérielle. Il semblait receler un message caché. Lorsque des voix anciennes se mirent à nouveau à se faire entendre, lorsque le docteur Hassan al-Mahmoud arriva enfin sur le site de fouilles, sa réputation prestigieuse le précédait. Il avait consacré plus de 40 ans à l'étude des langues mésopotamiennes anciennes, déchiffrant des textes autrefois considérés comme illisibles. Son travail novateur avait révolutionné notre compréhension de l'histoire ancienne. Cependant, lorsqu'il posa les yeux sur le sac en pierre, toutes ses certitudes vacillèrent. Il resta figé,
l'esprit en proie à un tourbillon d'incrédulité et d'émerveillement. Il ne s'agissait pas d'un simple symbole représenté sur d'anciens bas-reliefs. C'était tangible. C'était comme un message transcendant les barrières du temps et de l'espace. Pendant les 3 jours suivants, Hassan se consacra entièrement à sa tâche. Il dormait peu et parlait rarement. À l'aide de loupes et d'une vaste collection numérique d'écrits anciens, il examina méticuleusement chaque symbole gravé au fond du sac. Chaque marque fut scrutée avec une grande attention aux détails. Les symboles ressemblaient à d'anciens caractères irréguliers. Pourtant, ils ne correspondaient à aucun modèle connu. Ils défiaient toute interprétation simple, comme s'ils protégeaient leur signification. Peu à peu, une constatation surprenante s'est imposée. Il s'agissait d'un système d'écriture inconnu qui semblait avoir existé avant les plus anciens textes sumériens, il y a au moins 5 siècles. Malgré l'érosion et la fragmentation, Hassan pensait pouvoir déchiffrer près de 70% de l'inscription. Il s'agissait d'une avancée significative, car elle repoussait bien plus loin dans le temps l'histoire connue de la communication écrite qu'on ne l'imaginait. Cependant, le message même du texte était encore plus troublant que ses origines anciennes. Les écrits mentionnaient des individus ayant posé les fondements de la civilisation. Ces individus n'étaient pas présentés comme des êtres divins à vénérer, mais comme des mentors ayant accompagné l'humanité dans son développement primitif. Les inscriptions indiquaient qu'ils avaient fourni les éléments fondamentaux de la société, tels que l'agriculture, les mathématiques, l'astronomie, la métallurgie, la médecine, l'architecture et l'écriture. Le texte laissait entendre que la civilisation n'était pas le fruit du hasard, mais d'une volonté délibérée. Ce qui était encore plus étonnant, c'était l'interprétation des phrases suivantes. Cette information n'était pas simplement communiquée par des mots ou des symboles. Elle était en réalité contenue dans des objets physiques, comme le sac à main. Ce dernier était présenté comme conçu pour durer longtemps. Il était décrit comme un réceptacle destiné à préserver et à transmettre des principes fondamentaux à travers les âges. À cet instant précis, le sac à main se métamorphosa. D'objet énigmatique, il devint un véritable vecteur de connaissances. L'équipe était partagée entre l'impatience et l'anxiété à la réception du document traduit. Certains membres estimaient qu'ouvrir le sac à main était trop risqué, craignant des dommages irréparables ou des conséquences imprévues. D'autres, en revanche, se sentaient investis d'une forte obligation de révéler son contenu, délibérément tenu secret. Le docteur Asher Knifer était tiraillé entre l'excitation d'une découverte potentielle et la nécessité de préserver l'artefact. Hassan, quant à lui, était convaincu que les créateurs du sac à main avaient voulu qu'il soit découvert. Les sculptures complexes, les inscriptions subtiles et la conception générale de l'objet témoignaient d'une création intentionnelle. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un artefact destiné à rester secret indéfiniment, mais plutôt à être déchiffré, ouvert et compris par une génération future, capable d'en interpréter le message. Cette révélation a complètement transformé notre perception du sac à main. Il n'était plus considéré comme une simple relique du passé, mais comme un écrin scellé du temps, destiné à dialoguer avec notre époque. De nombreuses questions se sont posées. Qui étaient ces éducateurs? Dans quelle mesure leurs connaissances avaient-elles évolué? Comment leur sagesse avait-elle traversé les siècles, de l'essor à la chute des civilisations? Une fois la majeure partie de l'inscription déchiffrée, l'attention s'est portée sur la tâche ardue d'ouvrir le sac à main. La tâche s'avérait particulièrement difficile. Taillé dans un seul bloc de pierre, l'objet était vide, mais parfaitement fermé. Aucune charnière, aucun joint, aucune ouverture apparente n'était visible. Les motifs à sa surface semblaient avoir une fonction précise,
loin d'être purement ornementaux. Le docteur Yuki Tanaka, spécialiste des matériaux, a supervisé le projet. Grâce à l'imagerie, la cartographie laser et des techniques de modélisation complexes, son équipe a identifié une série de points de pression le long de la poignée et du corps. Ensemble, ces points formaient un schéma précis permettant de libérer le joint. Il ne s'agissait pas de forcer le mécanisme, il fallait trouver une solution. À l'intérieur se cachait quelque chose qui allait tout changer à jamais. Que contenait donc ce sac des dieux? Découvrons-le. Les 7 gardiens silencieux. Lorsque la poignée de pierre arrondie fut lentement soulevée, la pièce sembla retenir son souffle. Un silence absolu s'installa, comme si le temps lui-même s'était suspendu pour contempler le spectacle. À l'intérieur du sac reposaient 7 cylindres lisses, chacun parfaitement emboîté dans des rainures sculptées dans la pierre. Ils s'ajustaient si bien qu'on aurait dit que le sac avait été créé spécialement pour eux. Le spectacle était à la fois magnifique, doux et légèrement troublant. L'équipe resta figée, stupéfaite par ce qu'elle voyait. Les cylindres étaient transparents et brillaient d'une douce lueur, émettant un léger scintillement. Lorsque la lumière les traversait, de délicates couleurs changeaient et dansaient. Ils ressemblaient un peu à du quartz, mais quelque chose en eux était différent. Ils ne semblaient pas naturels. Ils semblaient artificiels. Chaque cylindre était orné de minuscules symboles, des grains, des étoiles, des formes, des plantes, des outils, des bâtiments et de fines inscriptions. Chaque marque semblait intentionnelle, comme si rien n'avait été placé là par hasard. Dès le premier examen, il était clair que ces objets n'étaient pas ordinaires. Bien qu'anciens, ils émettaient un signal énergétique constant. Cette découverte a immédiatement attiré l'attention du docteur Yuki Tanaka. Ces instruments affichèrent des résultats qui la firent s'arrêter un instant. La matière n'était ni organique ni entièrement minérale. Elle se comportait davantage comme un dispositif que comme un artefact. Des informations semblaient y être stockées en profondeur, peut-être à un niveau que la science commençait à peine à imaginer. Ce n'était pas le passé qui s'adressait au présent, mais plutôt le futur qui tendait la main vers le passé. L'excitation régnait dans la pièce, mais le docteur Asha Kiefer insista sur le calme et la discipline. Personne n'était autorisé à toucher les cylindres directement. Elles étaient inconnues, fragiles et précieuses. Chaque détail a été immortalisé grâce à une photographie minutieuse, des images superposées et des numérisations lentes. L'équipe a procédé avec précaution, consciente que la précipitation risquait d'endommager un trésor ayant traversé les siècles. Chaque cylindre avait à peu près la taille d'un rouleau de pièces de monnaie, assez petit pour tenir dans une main. Pourtant, leur importance paraissait immense. Lorsqu'on en souleva un avec précaution à l'aide de supports spéciaux, le docteur Hassan Al-Mahmoud remarqua quelque chose d'incroyable. Sous la surface transparente se trouvaient de minuscules motifs étroitement imbriqués, comme des mots condensés en un seul souffle. Il ne s'agissait pas d'un simple ornement, mais de données compressées au-delà de toute capacité des outils modernes. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement depuis le désert proche d'Ourou. Bientôt, des experts du monde entier affluèrent. Les gouvernements prirent connaissance de l'affaire. Un laboratoire sécurisé fut construit à Bagdad pour protéger la bourse et son contenu. Linguistes, physiciens, biologistes, astronomes et spécialistes des matériaux s'y réunirent. Tous partageaient la même admiration silencieuse. Le savoir avait été préservé d'une manière totalement inattendue. Une étude approfondie a été entreprise selon des méthodes non destructives. Le premier cylindre portait sur les céréales. Son décryptage a stupéfié les experts agricoles. Il décrivait des systèmes agricoles détaillés, notamment la rotation des cultures, les techniques d'irrigation, la régénération des sols et la sélection variétale.
Il ne s'agissait pas de concepts simples. Il s'agissait de plans avancés destinés à protéger à la fois les terres et les populations. Le développement durable, semblait-il, n'avait rien de nouveau. Un autre cylindre révélait des connaissances en mathématiques et en astronomie. Il contenait des formes géométriques précises et des relevés minutieux du mouvement des planètes. La précision était stupéfiante. Il ne s'agissait pas d'une simple observation du ciel, mais d'une science sérieuse, fruit de la patience et d'une compréhension profonde. Le cylindre orné de symboles végétaux et corporels était consacré à la guérison. Il décrivait des antibiotiques naturels à base de plantes spécifiques, avec des instructions de préparation et des dosages précis. Des tests montraient qu'un remède pouvait combattre les bactéries résistantes. Une crise moderne avait trouvé une réponse discrète dans l'Antiquité. À mesure que l'on étudiait d'autres cylindres, une tendance se dessinait. Le savoir avait été choisi avec soin. L'agriculture, la médecine, les mathématiques, l'astronomie, la métallurgie, l'écriture et la construction formaient les fondements de la société. Le Créateur avait compris ce qui comptait vraiment et l'avait protégé du temps. Murmure d'une main ancestrale. La découverte de la bourse de pierre près de l'ancienne cité d'Uruk a subtilement modifié notre perspective sur les origines de la civilisation. D'abord étrange et énigmatique, l'objet a peu à peu révélé une signification plus profonde. Il n'était pas simplement conçu pour son esthétique. Il servait plutôt de méthode pour préserver et transmettre un savoir précieux à travers les âges. Les cylindres transparents et les gravures complexes de la bourse remettent en question une idée reçue. Le cours de l'histoire n'est pas toujours une progression linéaire. Cette découverte suggère plutôt une dimension plus humaine de l'humanité. Le savoir peut être acquis, puis égaré, dissimulé, négligé, et finalement redécouvert. Le progrès ne repose pas uniquement sur l'innovation, mais aussi sur la mémoire. À mesure que les fouilles progressent, il devient évident que le sac à main n'était pas le seul objet présent. Le sol sous le sable révèle des vestiges de bâtiments, d'équipements et d'objets cryptés, témoignant de l'existence d'une société antérieure à l'histoire connue. Chaque nouvelle découverte renforce la conviction que notre histoire est peut-être incomplète. Notre compréhension du passé est influencée non seulement par ce qui subsiste, mais aussi par ce qui est perdu. Mike Adams, à l'origine de cette découverte surprenante, n'a jamais recherché la reconnaissance. Humble, il rend hommage aux créateurs originaux du sac à main, ainsi qu'aux chercheurs qui s'efforcent aujourd'hui d'en percer les mystères. Malgré sa modestie, il pourrait être considéré dans l'histoire comme un maillon essentiel entre différents mondes. Un simple acte de concentration et de persévérance a ouvert un long chemin caché. 7 principes fondamentaux sont au cœur de ce sac à main. Ces principes englobent l'agriculture, les mathématiques, l'astronomie, la métallurgie, le langage, la médecine et l'architecture. Ces disciplines n'ont pas été choisies au hasard. Elles sont interdépendantes et constituent la structure essentielle de la civilisation. Ces principes ne sont pas de simples fragments ou suggestions, mais un socle solide, soigneusement sélectionné et préservé. Les chercheurs restent stupéfaits par la détermination qui sous-tend cet acte. Ce savoir a été intentionnellement dissimulé et non perdu par inadvertance. Le sac à main a été conçu pour résister à la guerre, au changement climatique et à l'épreuve du temps. Ces questions prennent une dimension nouvelle à mesure que de nouvelles découvertes émergent. Qui étaient ces individus capables d'acquérir un tel savoir? Qu'est devenue leur civilisation? Combien de messages similaires restent enfouis sous terre, encore à découvrir? Où la civilisation a-t-elle vu le jour? Pour saisir toute la portée de ce message,
il est essentiel de revenir à ses origines. Des structures impressionnantes ont émergé dans le paysage. L'idée de civilisation s'est concrétisée, s'intégrant au quotidien. La culture sumérienne a prospéré et exercé une influence prédominante en Mésopotamie pendant plus de 200 ans. Les cités-États du sud de l'Irak ont connu des périodes de prospérité et de déclin. Les ziggourats dominaient l'horizon de chaque cité. Des liens commerciaux unissaient des régions éloignées. Des poèmes narratifs étaient récités dans les lieux publics. Les plus fortunés se paraient d'or et de lapis lazuli. Le pouvoir changea de main à travers les cités au fil du temps. Sumer connut son apogée à la fin du 3e millénaire avant notre ère. Avec le temps, les conquêtes, les brassages culturels et le passage progressif des siècles entraînèrent son déclin. Ces réalisations furent finalement oubliées et enfouies sous le sable jusqu'à leur mise au jour par les archéologues au 19e et 20e siècle. Les premières fouilles surprirent le monde, révélant une société non pas primitive, mais sophistiquée, structurée et d'une grande influence. Les concepts nés en Sumer ne disparurent pas avec la chute de cette civilisation. Au contraire, ils influencèrent les cultures maadiennes, babyloniennes et assyriennes. Ces sociétés ultérieures continuèrent à développer les idées sumériennes, marquant durablement le Proche-Orient ancien. Sumer marqua non seulement le début, mais aussi les fondements des civilisations futures. La plaine inondable mésopotamienne a vu ses premiers habitants 6e millénaire avant notre ère. Ces colons n'étaient pas de simples nomades, mais étaient reconnus pour leur esprit d'innovation. La construction de canaux d'irrigation leur permit de maîtriser efficacement les cours d'eau capricieux, transformant des terres auparavant arides en champs fertiles. L'abondance des récoltes, fruit de pratiques agricoles performantes, engendra un surplus qui, à son tour, favorisa le commerce. Ces échanges de marchandises entraînèrent la transformation de petits hameaux en villages prospères. Ces villages finirent par se transformer en cités florissantes, véritables centres culturels, économiques et d'influence. Vers le milieu du 4e millénaire avant notre ère, Sumer s'était mué en un ensemble de cités-États unis par une langue et des croyances communes. Des villes clés telles qu'Aridou, Uruk, Ur, Lagos, Nippur, Kish, Larsa, Umma et Adab exerçaient une influence considérable. Le pouvoir au sein de ces cités n'était pas permanent, passant d'une ville à l'autre au fil du temps. Chaque cité connaissait des périodes de prospérité suivies de déclin, avant d'être supplantée par une nouvelle cité dominante. Les textes bibliques anciens conservent des vestiges de ces villes, témoignant de l'influence profonde des Sumériens sur les coutumes ultérieures. Chaque cité-État était gouvernée par des rois, et la liste royale sumérienne a conservé les noms de nombre d'entre eux. Cette documentation impressionnante se retrouve sur diverses tablettes d'argile à travers la Mésopotamie, détaillant les souverains, les villes et la durée de leur règne. Certains des premiers rois auraient régné pendant des périodes anormalement longues, tandis que les souverains ultérieurs ont eu des règnes plus raisonnables. La fusion du mythe et de l'histoire éclaire la manière dont les sociétés anciennes percevaient le temps et la vérité, la légende et les faits coexistant harmonieusement. L'ancienne cité d'Uruk, également connue sous le nom d'Éric, fut renommée comme la première cité-État à atteindre une grande importance. La légende raconte que le roi et Mekar la fondèrent vers le milieu du 5e millénaire avant notre ère. Uruk prospéra et devint une métropole animée comptant environ 40 habitants. Sa prospérité permit des projets architecturaux novateurs et un commerce florissant.
Au cœur d'Uruk se dressait la magnifique ziggourate dédiée au dieu Anu. Avec son prestigieux temple blanc, cet édifice emblématique dominait le paysage environnant bien avant la construction de la célèbre pyramide d'Égypte. Au XXe siècle, des fouilles révélèrent l'étendue de la prospérité d'Uruk. Les chercheurs découvrirent un travail du métal raffiné, utilisant divers matériaux comme l'or, l'argent et le cuivre. Des structures impressionnantes, telles que de grands temples et des remparts fortifiés, furent net mises au jour. D'innombrables tablettes d'argile documentèrent divers aspects de la société, notamment le commerce, les affaires juridiques et les pratiques religieuses. Ce type de découverte se retrouva également dans d'autres régions de Sumer. Les systèmes d'irrigation complexes de Lagash témoignent d'une planification visionnaire. Les fouilles de Leonard Woolley mirent au jour une grande ziggourate construite en l'honneur de la déesse lunaire Nana. La découverte d'une nécropole royale près de la ziggourate a suscité l'admiration du monde entier. Parmi les trésors découverts dans les tombeaux figuraient des couronnes royales, des colliers finement ouvragés, des instruments de musique et l'étendard renommé orné de mosaïques détaillées représentant la guerre et la paix. Cependant, parallèlement à ces découvertes remarquables, une vérité plus troublante a été mise au jour. Les restes de serviteurs ont été exhumés, indiquant qu'ils étaient sacrifiés pour accompagner leur souverain dans l'au-delà. Bien que la civilisation sumérienne ait connu un grand progrès, elle a également révélé un côté dur et impitoyable. Les contributions de la civilisation sumérienne à l'humanité sont inestimables. Le développement de l'agriculture a nécessité une documentation précise. Au début du 4e millénaire avant notre ère, les marchands ont commencé à utiliser des symboles picturaux simples sur des tablettes d'argile à des fins d'inventaire. Ces symboles ont évolué vers un système plus complexe au fil du temps. Au début du 3e millénaire avant notre ère, ce système s'était enrichi de centaines de symboles différents. Ainsi est née l'écriture. L'écriture ancienne, qualifiée d'inuniforme en raison de ses symboles en forme de coin, a eu un impact durable sur la communication. Elle fut adoptée par diverses civilisations, ce qui entraîna une augmentation de l'alphabétisation en Mésopotamie. De nombreuses tablettes d'argile contenant divers écrits ont été conservées au fil des siècles. Contrats, prières, lettres, documents médicaux et poèmes épiques. L'invention de l'écriture a transformé la manière dont les récits et les informations étaient transmis aux générations futures. Malgré toutes ces avancées, une image récurrente persiste: le sac à main. On le retrouve sculpté dans des bas-reliefs de pierre de diverses civilisations antiques, souvent portés par des divinités, des souverains et des créatures mythiques. La signification de ce symbole n'a jamais été explicitement définie, mais son apparition n'était jamais dénuée de sens. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante.